Je vous présente 4 romans de ma sélection cœur, des romans de juin, qui viennent d'arriver en librairie ou qui feront leur apparition d'ici la fin du mois. Tout d'abord, Tenir debout dans la nuit, le dernier roman d'Éric Pessan. Tenir debout dans la nuit, c'est avant tout un cri du cœur, un acte de résistance. C'est l'histoire de Lali, à qui Piotr, un camarade de classe, fait la promesse de lui faire découvrir cette ville fascinante qu'est New York. Pour une jeune adolescente, c'est une promesse et une invitation irrésistible. Et elle part avec Piotr et la maman de Piotr en se disant que c'est probablement risqué et qu'elle ignore si elle peut lui faire confiance. Dès la première soirée à New York, ils se retrouvent tous les deux et Piotr abuse de Lali. Il l'agresse, elle réussit à s'enfuir et c'est une nuit dans New York, sans argent, sans ressources, dans une ville dans laquelle elle maîtrise très mal la langue. Et c'est une nuit au cours de laquelle elle s'interroge sur sa vie, sur son rapport aux autres, sur son enfance, sur ce qu'est la confiance, sur ce qu'est le rapport homme-femme. C'est un roman absolument poignant que je vous invite à découvrir et dont je vous lis le premier paragraphe qui illustre la teneur de ce court roman. Au tout début, une fois la surprise et la douleur passées, c'est la colère qui m'a fait tenir debout. J'avais beau avoir peur, être perdue, blessée, terriblement honteuse, paniquée, la colère l'a emporté sur les autres sentiments. Une colère brute et puissante, énorme et rouge vif. Une colère dirigée contre Piotr, bien sûr, mais aussi contre moi, pauvre cloche, qui me suis fourrée toute seule dans un piège terrible. Une colère contre le monde entier où, à de rares exceptions près, il vaut mieux être un homme qu'une femme, où une fille ne sera jamais écoutée comme un garçon est entendu, où une femme est une proie et un homme un prédateur, où l'on invente 1000 démonstrations, 1000 excuses, 1000 causes, 1000 malédictions, 1000 prétextes, 1000 justifications, 1000 arguments, 1000 versets, 1000 sourates, 1000 décrets, 1000 lois, 1000 raisons médicales, 1000 raisons physiologiques, 1000 mensonges pour soumettre les femmes au bon vouloir des hommes, où l'on invente de toutes pièces que les femmes sont plus faibles que les hommes, qu'elles doivent être soumises, dociles, obéissantes, dominées et commandées par des hommes. Tenir debout dans la nuit, un acte de résistance littéraire. À Katowice, on plonge dans une toute autre ambiance et dans un autre pays, puisqu'à Katowice se déroule au Nigeria. C'est l'histoire de Sunny, une jeune fille de 12 ans née aux États-Unis et qui revient au Nigeria. Culottée, féministe, un brin de folie. Et c'est un roman écrit par une auteure qui a déjà fait ses armes dans la science-fiction et la fantasy, mais que je ne connaissais pas. C'est son premier roman pour la jeunesse. Et c'est l'histoire donc de cette Sunny, jeune albinos, qui découvre qu'en plus de la difficulté à vivre entre deux cultures, eh bien, il y a aussi le fait de devoir accepter qu'elle a des pouvoirs. C'est un roman empreint de réalisme magique dans lequel on découvre complètement une autre culture, un autre monde et d'autres codes. C'est donc l'histoire et l'apparition et la naissance d'une jeune sorcière qui n'est pas sans rappeler un autre sorcier que nous connaissons bien. Il y a beaucoup d'humour et c'est vraiment extrêmement réussi comme roman. Je vous lis la description de Sunny par elle-même pour que vous puissiez faire connaissance et tout de suite avoir une envie irrésistible de découvrir son histoire. Mon nom est Sunny Noiseway et je perturbe les gens. J'ai 2 frères plus âgés. Comme nos parents, ils sont tous les 2 nés ici, au Nigeria. Puis ma famille a déménagé en Amérique et j'ai vu le jour à New York. Quand j'ai eu 9 ans, nous sommes revenus au Nigeria, près de la ville d'Aba. Mes parents pensaient que ce serait plus agréable pour nous élever, mes frères et moi. Du moins, c'est ce que dit ma mère. Nous sommes des Ibos. C'est un groupe ethnique du Nigeria. Donc je suis américaine et Ibo. Enfin, je suppose. Vous voyez pourquoi je perturbe les gens. Je suis nigériane de sang, américaine de naissance et de nouveau nigériane parce que je suis rentrée au pays. Je suis typée d'Afrique de l'Ouest, comme ma mère. Mais contrairement au reste de ma famille qui est brun foncé, moi, j'ai des cheveux jaune paille, la peau couleur lait tourné, comme les imbéciles aiment à me le répéter, et des yeux noisettes, à croire que Dieu était tombé à court de la bonne teinte. Je suis albinos. Être albinos fait du soleil mon ennemi. Ma peau brûle tellement vite que j'ai presque l'impression d'être inflammable. C'est pour ça que je n'ai jamais pu jouer au foot avec les garçons dans la cour après l'école. Alors je suis super douée. De toute façon, ils ne m'auraient pas laissé me joindre à eux, vu que je suis une fille. Pas très ouvert d'esprit.
Je ne pouvais jouer que la nuit, avec mes frères, quand ils en avaient envie. Bien sûr, tout ça, c'était avant cette fameuse après-midi avec Chichi et Orlu, quand tout a changé. Akatawitch. Ma troisième suggestion, c'est les retrouvailles avec Ruta Sepetys, l'auteur de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre et du sel de nos larmes. Ruta Sepetys, elle a ce don incroyable pour nous faire découvrir la grande histoire à travers le spectre d'histoire romanesque qu'elle construit. Elle a beaucoup écrit sur la guerre puisque toute sa famille a été emprisonnée dans les camps. Ici, dans Hôtel Castellana, elle continue à nous faire part de son amour pour l'histoire. C'est une véritable archéologue littéraire, comme elle se décrit elle-même. Et c'est ici la période franquiste qu'elle nous fait découvrir. C'est absolument passionnant. Hôtel Castellana, c'est aussi et avant tout une grande histoire d'amour. C'est l'histoire de Daniel Matheson, 18 ans, qui arrive à Madrid donc à la fin des années 50, passionné par la photographie. Dont le père est un riche Texan pétrolier et qui font des affaires avec le régime franquiste. Il va tomber amoureux d'une jeune fille espagnole dont la famille a été torturée par Franco. Et leur histoire va les amener à découvrir la culture l'un de l'autre, à découvrir l'histoire ou en tout cas des bribes du pays de l'un de l'autre. C'est une histoire magnifique, c'est un grand roman d'amour et un grand roman historique. J'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur le franquisme grâce à Hôtel Castellana, Destin croisé dans l'Espagne de Franco. Et je vous lis aussi juste un petit aperçu de ce qu'est l'Hôtel Castellana pour vous plonger dans l'ambiance. Suivre les règles. Être invisible, quoique toujours présente. Telle est sa mission. Celle d'Anna. Elle est bien payée pour cela, 5 pesetas l'heure. Son grand frère Raphaël travaille à la fois à l'abattoir et au cimetière. En cumulant ces 2 emplois, il ne gagne que 12 pesetas pour toute une journée de travail. 20 centimes de dollars d'après le bureau de change de l'hôtel. Anna tend le nécessaire de couture au concierge et se dirige rapidement vers l'ascenseur des employés. La matinée se termine, mais pas sa liste de tâches. La saison estivale est officiellement entamée, déversant des milliers de nouveaux touristes sur l'Espagne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent au 7e étage. Anna cale son panier contre sa hanche et s'élance dans le long couloir. « Des serviettes pour la 760, chuchote une gouvernante en la croisant. « Des serviettes pour la 760, confirme-t-elle. L'hôtel américain a 4 ans, mais pour Anna, il sent encore le 9. Au fond de son panier est rangée une pile de prospectus de l'hôtel où figure un beau torero brandissant une cape rouge. Sur la cape est écrit en caractères élégants « Castellana Hilton Madrid, votre château en Espagne ». Enfin, ma dernière suggestion, et non la moindre, c'est d'autres retrouvailles. Les retrouvailles avec Timothée de Fontbelle et la promesse d'un nombre d'heures de lecture absolument passionnante, plongée au cœur de l'histoire d'Alma, puisque c'est une trilogie, et c'est le premier volume de cette nouvelle trilogie. Alors après Toby et Van Gogh, on tombe sous le charme de Alma. C'est une histoire qui se passe comme Akatawitch aussi en Afrique, mais pas au même endroit et surtout pas à la même période, puisque cette histoire se déroule à la fin du XVIIIe siècle, 1786 exactement. On y fait donc la connaissance de Alma dans un petit paradis avec son frère qui va disparaître et elle va se mettre à sa recherche. De l'autre côté de l'océan, on fait la découverte de Joseph, jeune mousse, qui va s'embarquer sur l'Amélie, qui est un grand navire marchand. Et on va découvrir à travers les quêtes de vérité et de survie d'Alma et de Joseph, toute l'histoire du commerce triangulaire, l'histoire de l'esclavage. C'est absolument passionnant. C'est une épopée romanesque comme seul Timothée de Fontbelle sait faire. Voilà, ce sont des retrouvailles magnifiques. Et là aussi, je vous lis le début d'Alma, ce qui vous donnera la teinte de cette nouvelle trilogie. Et certains lions sont rois, chapitre 1. C'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec 2 enfants couchés dans son ombre. Regarde comme il est grand. Elle s'appelle Anna. Elle parle à son petit frère plongé près d'elle. Regarde. Ils sont sur le dos, serrés l'un contre l'autre dans cette prairie sans fin. Et quand le soleil bouge un peu, l'animal fait un pas pour que les enfants restent à l'ombre. Ils rient ensemble en le contemplant.
Si Alma savait comme elle repensera plus tard à cette fraîcheur de son petit frère sur son côté, au clapotis de son rire. Tu vois, je l'avais dit. Tu ne me croyais pas, dit Alma. Le garçon ne répond pas. Tous les zèbres de la vallée sont petits, rayés, peureux. Celui-ci est très grand, plus haut qu'une main qu'on lève au-dessus de la tête quand on est debout sur la pointe des pieds. Il a un collier de cuir attaché autour du cou. Il n'a pas de rayures et il reste là, doucement, à veiller sur eux. Il n'a peur de rien. Découvrez Alma, plongez dans ses romans, plongez avec délice dans cet été que vous avez tant mérité. Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver le plus vite possible.